Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Europe Hebdo. Nous sommes au cœur du Parlement européen à Strasbourg. Oui Katia, et dans cette édition, direction la Pologne. C'est un des premiers pays européens à exploiter ces gaz de schiste. Et ici au Parlement, le débat fait rage. Mais d'abord, l'actualité dominée par la situation à Gaza et en Israël. Que fait l'Union européenne pour le Proche-Orient? C'est la question de la semaine. À Gaza, les années se suivent et se ressemblent. 2008, plomb durci. 2012, pilier de la défense. Israël contre Hamas, bombes contre roquettes, sécurité contre survie. Et comme toujours à la clé, des centaines de morts, dont des femmes et des enfants. C'est aussi l'éternel retour du ballet diplomatique. Les délégations se suivent et se ressemblent aussi. Égypte, ONU, France, Turquie, Qatar. Objectif, obtenir une trêve, un cessez-le-feu. Stopper cette fameuse escalade de la violence. Pendant ce temps, en Europe, face à l'urgence, on se réunit. Et, surprise, on accouche d'un communiqué dans lequel l'Union demande un cessez-le-feu immédiat. Un peu court, non? Alors, que fait l'Union pour le Proche-Orient? Et la violence redouble au Proche-Orient. Ce mercredi 21 novembre, nouvel attentat en plein cœur de Tel Aviv. Une actualité internationale chargée. Pour en parler, un député européen est avec nous. Arnaud Danjean, bonjour. Alors vous êtes membre du Parti populaire européen. Vous siégez à la Commission des affaires étrangères. Et vous êtes responsable, vous êtes rapporteur sur la politique de défense européenne. Donc vous connaissez bien ces questions. Est-ce que selon vous, l'Europe peut faire quelque chose face à l'escalade au Proche-Orient ou est-ce qu'au contraire elle est totalement impuissante? Non, l'Europe n'est pas totalement impuissante et c'est un peu un raccourci de dire que l'Europe ne peut faire que des communiqués. C'est la version effectivement visible, immédiate de l'action, un peu modeste. Mais diplomatiquement, il y a quand même beaucoup de négociations en coulisses. Et quand on mentionne les visites de tel ou tel ministre des Affaires étrangères d'un pays européen, son action est coordonnée avec celle de la haute représentante, Cathy Ashton. Elle est coordonnée avec celle des 26 autres pays. Donc il y a une activité diplomatique intense. C'est vrai que pour le grand public, tout ça n'est pas très spectaculaire, tout ça ne se voit pas beaucoup et on a l'impression d'une impuissance générale. Mais l'Europe, j'allais dire, n'est pas plus impuissante que malheureusement d'autres acteurs qui essayent aussi, eux, de mettre un terme à cette escalade de la violence. Mais concrètement, vous êtes député européen, le Parlement européen condamne les violences dans une résolution, mais est-ce que, à part condamner, regretter, il n'y a pas quelque chose de plus à faire en utilisant notamment, par exemple, des sanctions économiques ou un moyen d'action économique? Vous savez, l'Europe a une action économique assez forte dans la région, au Proche-Orient, auprès de l'autorité palestinienne. La situation de Gaza est malheureusement très spécifique, puisque c'est une enclave tenue par le Hamas, avec laquelle les relations sont impossibles du fait des positions extrêmes que tient le Hamas vis-à-vis d'Israël. Et ensuite, vous avez effectivement cette escalade de la violence, dont on espère qu'elle sera ponctuelle, mais qui est toujours trop, évidemment. L'Europe a tenté de faire des choses. L'Europe avait par exemple monté une mission pour le point frontière entre l'Égypte et Gaza pour essayer de contrôler les biens qui transitent par ces points frontières. Et donc vous savez que les Israéliens sont très sensibles puisque beaucoup d'armes ont transité aussi. Cette mission n'est plus possible dans le contexte actuel, mais pourquoi pas un jour ou l'autre l'Europe comme facilitateur d'échanges commerciaux pour subvenir aux besoins de la population, par exemple. Donc ce sont évidemment des exemples très modestes, mais l'Europe est déjà présente, elle pourrait sans doute l'être un peu plus. Ça dépend aussi de la volonté des deux parties. Et en l'occurrence, je ne suis pas certain que les deux parties soient forcément très désireuses d'avoir l'Europe comme un interlocuteur un peu plus puissant. Sur place, il y a un représentant qui travaille aux côtés de Madame Ashton. Est-ce que lui, qu'est-ce qu'il fait sur place? Vous savez, en fait l'équation du conflit israélo-palestinien, elle est à la fois très simple et quasi insoluble. Tous les paramètres sont sur la table, on sait très bien quelles sont les choses qui bloquent pour parvenir à des accords, mais personne n'a la baguette magique pour débloquer ces choses-là. Alors évidemment, tout ça est extrêmement frustrant, mais je crois qu'il ne faut pas pour autant minimiser les efforts qui sont faits. Encore une fois, les résultats ne sont pas forcément spectaculaires.
on ne peut pas non plus se substituer aux parties elles-mêmes. On peut les inciter, on peut les encourager, on peut les sanctionner le cas échéant, mais on ne peut pas se substituer aux parties elles-mêmes. L'idée d'une force d'interposition avait été évoquée. Est-ce que ça pourrait être une solution selon vous? C'est un sujet qui revient régulièrement. Pour avoir une force d'interposition, il faut d'abord l'accord des deux parties. C'est là encore où on revient toujours à ce même problème. Il faut l'accord des deux parties. Et puis, il faut avoir des pays qui sont prêts à contribuer. Or, compte tenu de la complexité de la situation, de la dangerosité de la situation, vous savez, on a déjà des forces d'interposition au sud-Liban. On pourrait un jour envisager d'en avoir entre une autorité palestinienne ou Gaza même et les Israéliens. Elles peuvent être efficaces parfois, ces forces. On l'a vu dans certains pays. Oui, elles peuvent être efficaces, mais leur efficacité dépend aussi beaucoup de la bonne volonté des deux parties de jouer le jeu. Je ne suis pas sûr que ce paramètre existe actuellement entre Israël et la Palestine. Alors, il y a la situation au Proche-Orient, il y a aussi la situation en Syrie, au Congo, au Mali. Est-ce que sur tous ces théâtres de conflit, l'Europe peut faire quelque chose? Et parlons notamment du Mali. Il y a un otage français qui a été fait, un otage français au Mali. Est-ce que ce contexte de durcissement rend toujours possible une éventuelle intervention européenne sur ce théâtre-là? Oui, et d'ailleurs l'Europe a pris des décisions. Là encore, sans doute des décisions qui apparaîtront trop modestes et peut-être un peu tardives, mais en tout cas l'Europe a pris des décisions, celle d'envoyer une mission de formation auprès des forces de sécurité maliennes, dont on sait qu'elles seront en première position si une intervention militaire a lieu. La position européenne est assez claire. Si intervention militaire il y a, elle doit être conduite par des Africains, mais avec un soutien européen. C'est un soutien qui peut être logistique, un soutien en formation. C'est ce que l'Union européenne a décidé. Donc c'est quelque chose qui va se mettre en place. On peut regretter, et je l'ai fait au titre de la sous-commission de la défense du Parlement européen, on peut regretter que ça intervienne sans doute un peu tard. Vous savez que l'Union européenne avait pensé, réfléchi à cette stratégie sur le Sahel depuis longtemps, depuis mars-avril 2011. Des conclusions avaient été faites au niveau du Conseil européen. Malheureusement, nous ne les mettons en œuvre que maintenant, 1 an et demi après, c'est un peu long. Mais le fait qu'il y ait un otage français au Mali, ça ne remet pas en cause tous ces préparatifs? Ça ne complique pas la donne? Le fait qu'il y ait des otages français, puisque avec le nouvel otage dont on a appris récemment la capture, ça fait maintenant 8 otages français. La situation était déjà compliquée. Évidemment, ça complique les choses. Évidemment, ça peut inhiber par rapport à des interventions militaires. Mais encore une fois, j'allais dire, le processus est en marche. Mais le processus est en marche aussi avec une médiation diplomatique. Si on arrive à trouver une solution politique, et il faudra bien de toute façon un accord politique avant ou après une intervention militaire, on privilégiera cette option-là. Mais il faut être prêt à toute éventualité. Vous dites qu'on aurait pu aller plus vite sur ce front-là. Oui. Vous le regrettez? Oui, je regrette beaucoup parce que les éléments étaient connus depuis longtemps. On sait que cette zone du Sahel est une zone instable. Malheureusement, tous les États européens ne sont pas sensibilisés de la même façon. Ça paraît une évidence pour nous, Français, qui sommes confrontés au problème des otages. C'est beaucoup moins évident quand vous êtes Polonais, Baltes, Slovaques, de considérer que le Mali est une priorité stratégique pour l'Union européenne. Et donc c'est ce travail de conviction qui a pris beaucoup de temps auprès de tous nos partenaires. Et pour vous, c'est une priorité stratégique? Pour moi, c'est une priorité parce qu'il se passe dans le Sahel, au-delà même du Mali, il se passe dans cette région du Sahel qui est très proche. Il se passe, si vous voulez, la synthèse du terrorisme, de la criminalité organisée, des problèmes migratoires, des problèmes de développement. C'est donc une zone explosive. Alors la sécurité n'est pas la seule réponse, mais en tout cas, sans sécurité, on ne pourra pas avoir des politiques de développement efficaces dans cette région. Alors une dernière question peut-être sur la Syrie. Est-ce que vous pensez que l'Union européenne peut et doit reconnaître l'opposition syrienne qui vient tout juste de se constituer? Alors l'Union européenne a, en début de semaine, franchi un premier pas en considérant que la nouvelle coalition nationale syrienne est une voie légitime. Et contrairement à la France et à l'Angleterre, l'Union européenne dans sa globalité n'a pas reconnu comme la seule autorité légitime ce nouveau Conseil, cette nouvelle coalition nationale. C'est une question extrêmement compliquée. Il faut se méfier quand même. On a quand même affaire à une coalition qui est très hétéroclite. C'est pas la même, la représentativité est quand même encore mal établie. On n'est pas exactement dans la même configuration que la Libye. La Syrie est un cas beaucoup plus compliqué que la Libye et c'est ce qui rend évidemment toute solution là aussi beaucoup plus aléatoire.
Merci beaucoup Arnaud Danjean d'avoir été avec nous. Alors l'actualité, c'est aussi la bataille du budget européen qui bat son plein. Un pays s'illustre, le Royaume-Uni, qui refuse d'augmenter sa contribution à ce budget. Du coup, les médias européens s'interrogent. Les Britanniques ont-ils toujours leur place dans l'Union européenne? Réponse avec ce tour d'horizon des télés européennes signé Aurélie Dafas. Dans les années 70, la Grande-Bretagne votait massivement pour rejoindre la communauté européenne. 36 ans plus tard, les journaux et les politiciens conservateurs appellent à un référendum sur l'adhésion à l'UE. La crise y est pour quelque chose, certainement, mais pour beaucoup, les médias sont à blâmer. Une position séparatiste, portée par les libéraux-démocrates et qui agace en Allemagne. Qu'est-ce qu'ils veulent les Britanniques alors? Ce n'est pas si difficile à comprendre, ils veulent tous les avantages sans les désavantages. Aujourd'hui plus que jamais, il n'y a pas d'Européens convaincus à Londres et l'un d'entre eux est le libéral démocrate Nick Clegg. Quand vous invitez quelqu'un à dîner, il y a toujours la bonne vieille question de qui paie l'addition. Quand David a reçu Angela ce soir au 10 Downing Street, la question de l'addition a porté sur le budget de l'Union européenne pour 6 ans, 3 000 milliards d'euros, à quelques centimes près. Et avec nous, Christophe Garrache, rédacteur en chef d'Europal TV, même en français. Merci d'être avec nous. Alors comment vous comprenez cette attitude de Londres et surtout, est-ce que vous pensez que les Britanniques ont encore toujours leur place en Europe? Première chose sur le budget. Tous les États membres dans l'Union connaissent une crise sans précédent. Restrictions budgétaires, austérité. Est-ce qu'on peut entendre le message d'un chef d'État qui dit, ou d'un chef de gouvernement qui dit « Écoutez, moi j'ai des problèmes dans mon pays, je suis obligé de couper les budgets partout, vous ne pouvez pas me demander d'augmenter le budget européen. Il faut qu'il y ait une interconnexion, enfin, sinon mes électeurs ne vont pas comprendre. » Ça c'est la vision sans doute qu'on peut et qu'on doit entendre. Mais la vérité, c'est que le budget de l'Europe, ce n'est pas un budget de dépenses inutiles, c'est un budget globalement d'investissement. Pourquoi? Pour l'avenir, pour les réseaux d'infrastructures, pour aider les régions en retard de développement à se développer. Donc, il faut entendre ces deux messages. Et puis, dernier argument, c'est sûr, c'est la crise aujourd'hui, mais est-ce qu'on doit geler pour les 10 prochaines années le budget européen, parce que c'est la crise. On ne sait pas ce qui va se passer dans 3 ans. On espère que d'ici 3 ans, on en sortira. Donc voilà, c'est tout ça qu'il faut en faire entendre. Et visiblement, le message ne passe pas à Londres. C'est tout simple. Alors les Britanniques, l'attitude des Britanniques agace de plus en plus de nombreux pays européens, l'Allemagne, même la France, à en croire les dernières déclarations de François Hollande, qui a critiqué l'attitude de Londres, qui s'accroche à son rabais, c'est ce qu'il a dit en substance. Et du coup, on parle de plus en plus du Brexit, le Brit existe, ça veut dire mettre la Grande-Bretagne dehors, en dehors de l'Union européenne. Est-ce que c'est réaliste ou c'est complètement les traités aujourd'hui, les traités européens le permettent. Le nouveau traité de Lisbonne qu'on a eu tant de mal à faire adopter permet aujourd'hui la sécession. Un État membre n'est plus pieds et poings liés ad vitam aeternam en Europe. S'il le veut, quand il le veut, il peut demander à sortir de l'Union. Soit les Britanniques pourraient, d'ici 2015, demander ce droit, revendiquer ce droit à sortir de l'Union européenne et à renégocier son avenir avec les Européens ou sans les Européens. Eh ben, on en reparlera dans quelques temps. Merci beaucoup Christophe Garrache. On poursuit avec un focus sur les gaz de schiste. Nous sommes allés voir comment ça se passait en Pologne, pays où le nombre de permis d'exploitation pour le gaz de schiste augmente, mais la contestation elle aussi grossit. Regardez ce reportage tourné près de Varsovie par Paul Bouffard. Cette eau minérale a beaucoup de vertus curatives. Elle est utilisée depuis des siècles pour guérir de nombreux maux. Elle est en danger à cause des forages effectués dans la région pour trouver du gaz de schiste. Robert ne se prive pas de goûter l'eau de son village, une eau minérale réputée en Pologne. Et pourtant, la source est en sursis à cause de l'exploitation du gaz de schiste. D'ici quelques mois, dans la région, des forages devraient voir le jour. Un drame pour Robert.
son projet de rénover les thermes tomberait à l'eau. Personne n'investira si des forages pour extraire le gaz de schiste se font dans un rayon de 10 km. Il y aura danger de pollution pour les eaux salines. Le gaz de schiste, son exploitation nécessite une fracturation hydraulique. Les compagnies gazières injectent sous pression un grand volume d'eau mêlé à des produits chimiques dans la terre. La roche explose et libère le gaz prisonnier. Les résidus d'eau peuvent contaminer les nappes phréatiques voisines. Et pour l'État polonais, impossible de passer à côté de cette nouvelle source d'énergie. Le gouvernement défend son nouvel Eldorado. Le gaz de schiste, c'est une chance pour la Pologne, mais aussi pour l'Union européenne. Cette forme d'énergie peut jouer un rôle important pour la relance de l'économie polonaise, mais aussi rendre la Pologne indépendante vis-à-vis des étrangers. Le gouvernement espère profiter des réserves importantes du pays pour alimenter en gaz sa population pendant plusieurs dizaines d'années sans avoir besoin de son voisin russe. Jusqu'en 2022, la Pologne est liée par contrat avec le géant russe de l'énergie Gazprom, qui leur fournit près de la moitié de leur consommation gazière. Le gaz de schiste pourrait inverser la tendance. Nous considérons avec beaucoup de rigueur les angoisses des populations et nous voulons lutter contre les mythes liés au gaz de schiste. Par exemple, mon ministre, le ministre du Trésor, a bu en direct à la télévision nationale le liquide que l'on injecte pour la fracturation, pour prouver que ce n'est pas du poison. Varsovie compte investir plus de 12 milliards d'euros dans l'exploitation de ce gaz de schiste. Alors, on ouvre les portes à tous les investisseurs et dans les campagnes polonaises, on installe les forages. Comme ici, à Garwolin, à 2 heures de route de la capitale. Selon la compagnie polonaise d'énergie Orlen, qui n'a pas souhaité nous ouvrir officiellement les portes du site, il n'y a aucun danger. Les rejets polluants passeront dans un système d'épuration. Et ce n'est pas l'avis de cet homme, Marek Prida, à la tête de l'ONG polonaise Inspro. Il dénonce cette exploitation du sol. Selon lui, le gouvernement a trop vite oublié l'impact écologique. Il y aura des centaines, puis des milliers de forages comme celui-ci. Car pour le gaz de schiste, on a besoin de beaucoup plus de forages que dans le cas du gaz naturel. Et pour les habitants qui sont dans le voisinage, pour le tourisme, pour l'eau, c'est un véritable danger. Alors, il y a du gaz? Le forage va s'installer? Pas de commentaire. Ah, c'est intéressant ça. Vous n'avez rien trouvé donc. Cet engouement pour le gaz de schiste est né d'une étude d'experts. Selon le département américain de l'énergie, la Pologne serait assise sur 5300 milliards de mètres cubes de gaz, soit 300 ans d'indépendance gazière. Mais pour Andrzej Szczesniak, expert indépendant, la réalité est moins rose. Les Américains ont surévalué la richesse. Le gaz de schiste, pour l'instant en Pologne, c'est quelque chose de virtuel, de très virtuel. C'est avant tout une affaire politique. Mais pour l'instant, il faut bien dire que rien n'est rentable. Regardez, sur 31 forages effectués, actuellement, il n'y en a aucun qui est véritablement exploitable. Alors le gaz de schiste en Pologne, on ne peut pas encore vraiment estimer son coût d'exploitation, peut-être $350 pour 1000 mètres cubes. C'est en tout cas, ça reste 5 fois plus cher que le gaz naturel. À Garwolin, Marek rencontre les voisins du forage et chez les agriculteurs, l'inquiétude monte. Qu'allez-vous faire s'ils exploitent près de vos champs? L'eau est déjà salie dans mon puits. C'est vrai? Elle est comment, brunâtre? Brunâtre. Alors vous la buvez? Nous on boit l'eau municipale. Le puits, il est condamné, inutile. Elle est brune. Depuis quand? Depuis qu'ils ont commencé à forer. Je ne sais pas ce que nous allons devenir. Relancer l'économie, se défaire de la main russe. Selon un sondage, 73% des Polonais disent oui au gaz de schiste. Et pour s'assurer le succès, le gouvernement distribue les permis d'exploitation pour quelques dizaines de milliers de dollars, y compris sur des sites naturels protégés. Aucune règle n'encadre l'installation de forages sur le sol polonais. Et voilà pour ce reportage édifiant, signé Paul Bouffard. Et entre-temps, sur ce plateau, nous a rejoint José Bové. Merci d'être avec nous. On ne vous présente plus, vous êtes à la
détenez la vice-présidence de la Commission sur l'agriculture et le développement rural. Vous connaissez bien la Pologne et la question des gaz de schiste. Vous y êtes rendu plusieurs fois. Vous connaissez Marek notamment, qui est dans ce reportage. Ce mercredi, le moratoire que vous demandiez sur le gaz de schiste a été rejeté au Parlement européen. On voit en Pologne que la contestation est embryonnaire finalement. Est-ce que vous avez perdu cette bataille ? Ah, écoutez, non, je pense que pour l'instant, quand on réfléchit, cette bataille, elle a commencé en France, qui était un des premiers pays européens où le combat est né, en décembre 2010. Aujourd'hui, on est en novembre 2012, donc moins de 2 ans après. Plusieurs pays ont déjà mis des moratoires, ont interdit la technique de la fracturation hydraulique qui est dangereuse, celle qui risque de polluer l'eau, etc. Donc là, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire. Et on a un débat, un premier débat sur une initiative parlementaire. Donc en gros, un vœu. Ce qu'on a débattu aujourd'hui au Parlement européen, c'est un vœu. Donc il y a eu un vœu sur des questions environnementales. Nous, on voulait qu'on aille plus loin dans ce vœu, qu'on aille jusqu'au moratoire. Ça n'a pas été accepté, mais dans ce premier texte, l'ensemble des problèmes posés par le gaz de schiste ont été bien montrés et démontrés. À partir de là, ce que j'espère, c'est que la Commission européenne, elle, va se saisir des demandes du Parlement européen pour mettre en cohérence la législation européenne avec la question du gaz de schiste. Donc vous voulez une législation carrément sur la question ? Alors il n'y aura pas une législation parce qu'il faut savoir qu'au niveau européen, l'énergie n'est pas une compétence européenne. Ça reste de la compétence des États. Chaque État fait ce qu'il veut. Je dirais, parfois ça peut être bien, parfois et souvent ça peut être catastrophique. La France avec le nucléaire, la Pologne avec le gaz de schiste, pour faire un résumé rapide. Par contre, l'Union européenne a des directives sur l'environnement. Il y a une loi cadre sur l'eau qui permet de savoir, effectivement, de protéger les nappes phréatiques, mais aussi de savoir comment on doit traiter l'eau qui remonte de la fracturation hydraulique avec les produits chimiques. Pour l'instant, cette eau n'a pas de statut. Est-ce que c'est un déchet? Est-ce que c'est de l'eau? Là, il va bien falloir qu'on lui donne un statut. Comment on protège l'eau qui peut être menacée par les forages? Quel est le statut des produits chimiques aujourd'hui qui sont mis dans la fracturation? Parce que les entreprises ne les ont jamais déclarés dans le cadre de la directive REACH sur les produits chimiques comme rentrant dans un processus minier. Donc là encore, il va falloir qu'il y ait une adaptation. En gros, on ne peut pas faire de législation globale, mais on peut agir sur des petits bouts en fait de la politique. C'est ça que vous êtes en train de nous dire. Effectivement, il faut que, puisque c'est une nouvelle technologie qui se met en place, que la législation européenne dans ses différentes formes puisse effectivement être adaptée. Et puisse contrôler. Alors justement à ce propos, nous voyons dans le reportage ce jeune homme qui essaye de mettre en place des termes. Il a une question à vous poser, on l'écoute. Monsieur Bové, je suis très inquiet en ce qui concerne le gaz de schiste dans mon pays. Je trouve que le débat en France est très positif et que les solutions apportées à ces questions sont très bonnes. Est-ce que vous pouvez expliquer à Bruxelles et aux europarlementaires polonais en quoi consiste la loi française ? Il faut vraiment tout faire pour que cette loi soit appliquée en Pologne. José Bové, quels moyens vous avez, on vous interpelle là directement, quels moyens vous avez d'agir sur ces questions et de dupliquer, pourquoi pas, le modèle français à l'étranger? Le premier moyen, c'est déjà d'arriver à interpeller la Commission pour obliger la Commission. D'abord, elle a fait une étude, ce qui est remarquable. On a eu 2 études sur les risques environnementaux liés à la fracturation hydraulique et au gaz de schiste. Donc ça, la Commission a fait ce travail déjà. Maintenant, il faut qu'elle aille plus loin. La question de la fracturation hydraulique reste un problème. Il n'y a pas de technique alternative. Donc effectivement, c'est un grand enjeu. Il existe de la recherche et du développement. Il y a des projets qui sont financés. Le rapport Gallois, d'ailleurs, qui prévoit de, pourquoi pas, de ne pas, du coup, mettre de côté la question du gaz de schiste, disait il faut quand même essayer de trouver une solution pour explorer cette voie-là. Mais il y a des solutions ou pas? Pour l'instant, il n'y a aucune solution. À 10 ans, 15 ans, peut-être, il y aura une solution. Donc ça, c'est un des vrais premiers problèmes. Deuxième problème qui est lié à l'Europe, c'est qu'aujourd'hui, l'Europe s'est engagée, dans le cadre du programme 2020, dans le jargon européen, à réduire de 30% ses émissions de CO2 par rapport au réchauffement climatique. Or, on sait aujourd'hui que le méthane, qui est le gaz qui sort
donc des puits de fracturation hydraulique est 30 fois plus dangereux pour la planète en termes de réchauffement, c'est-à-dire qu'il est 30 fois plus efficace pour réchauffer la planète que le CO2. Donc là, on a un vrai problème. Donc aujourd'hui, la question principale, c'est comment va-t-on faire? Parce que la Banque mondiale vient d'annoncer dimanche 18 novembre que si ça continuait, c'est plus 4 degrés d'ici 2060 qu'on va atteindre. Alors, donc on a à la fois les questions techniques, les questions environnementales et la question climatique. Pour l'ensemble de ces raisons, il faut arrêter, c'est pour ça qu'on demande un moratoire. Mais est-ce qu'on a les moyens, José Bové, d'arrêter ça? On est quand même dans une période où l'indépendance énergétique est une question cruciale. On voudrait sortir du nucléaire, mais on n'en a pas les moyens. La transition énergétique coûte extrêmement cher. Est-ce qu'on a les moyens, objectivement, de se passer d'une ressource comme le gaz de schiste? Les États-Unis sont aujourd'hui indépendants. Alors aujourd'hui, on nous annonce une indépendance pour les États-Unis. J'ai envie de dire pour combien d'années et à quel coût environnemental, mais même social, parce que je ne suis pas sûr que ça va durer. Et là, j'ai l'impression qu'on est dans une bulle spéculative. D'ailleurs, les ressources qui restent en Pologne, on nous avait annoncé effectivement 5 000 trilliards, on en est à 700. Aujourd'hui, réellement, a priori, potentiel, avec un coût extraordinaire. Aux États-Unis, on n'est pas du tout dans les mêmes couches géologiques, on est beaucoup plus haut, donc ça coûte moins cher à exploiter, mais même pour cela, je ne suis pas sûr que ça va durer plus de 10 ou 15 ans. Donc je ne suis pas sûr que c'est quelque chose sur le long terme qui va fonctionner. Deuxième problème, c'est que si on investit là, on n'investit pas sur le renouvelable. Ça veut dire qu'on n'enclenche pas dès aujourd'hui la reconversion énergétique. Or, ce que dit le GIEC, et ce que reprend aussi la Banque mondiale, groupement sur le climat, et ce que reprend la Banque mondiale, c'est qu'il faut que le pic de la pollution des émissions de CO2 soit atteint en 2020 et qu'à partir de 2020 on régresse pour ne pas franchir la barre des 2 degrés d'augmentation de la température, sans quoi on va vers des catastrophes. Donc il faut savoir si on est capable de faire ce saut, et c'est pour ça que dans le cadre des financements européens, on dit qu'il faut lancer un grand programme énergétique, mais transversal entre les pays, pas simplement par pays, pour interconnecter évidemment les réseaux, mais pour produire du renouvelable et surtout pour aller lutter contre le gaspillage. Dernière question, José Bové, rapidement. Est-ce que si on trouve un moyen demain d'extraire le gaz de schiste de manière propre, est-ce que vous dites banco, on y va? Non, je dirais non, parce que en raison des émissions de méthane, on n'est pas capable de maîtriser le méthane qui sort. Entre 4 et 8% du méthane qui sort d'un puits part dans l'atmosphère, quoi qu'on fasse. Donc réchauffe l'atmosphère, et je crois que là, véritablement, aujourd'hui, il faut dire stop. Ça devient un enjeu mondial. Merci José Bové pour ces explications. Nous, on se retrouve la semaine prochaine à Bruxelles. D'ici là, bonne suite de programmes sur les chaînes parlementaires.